Très bien. Donc sur le médicament, qui est déjà un énorme sujet, un sujet qui nous culpabilise beaucoup. On a beaucoup de recommandations pour dire que le médicament tue le sujet âgé, et donc on se demande si on doit en mettre dans les troubles du comportement du sujet âgé présentant des pathologies démentielles. Donc on va cibler un peu les choses, et je voudrais passer un peu de temps sur les limites des antipsychotiques, voir au bout du compte s'il y a un intérêt pour les traitements antidémentiels dans les troubles du comportement, et puis voir un peu les effets mode, s'il existe d'autres pistes aujourd'hui pour proposer des thérapeutiques médicamenteuses à ces patients. Alors on va commencer par celui qui est le plus prescrit, les antipsychotiques. C'est l'effet bazooka, c'est l'arme fatale. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait ce sont des armes en vente libre. J'étais surpris de voir et de rechercher des contre-indications absolues de la risperidone et de la Abilify. Il n'y en a aucune, si c'était l'hypersensibilité au produit. Donc, globalement, vous pouvez utiliser ces médicaments sans grande crainte. Toutefois, ils ont quand même une place très très limitée. Alors, je vous reprends quelque chose qui est bien connu, donc quelque chose publié en 2004 avec Alexopoulos, une conférence de consensus sur l'intérêt des antipsychotiques dans les traitements des troubles du comportement du patient dément, et on voit très bien que l'indication est extrêmement limitée. On se limite à l'agitation chez le patient dément, recommandé en premier recours médicamenteux, en monothérapie, pour le patient agité dément avec hallucination. Et s'il n'y a pas d'hallucination, ni même de délire, l'indication n'est pas forcément recommandée. Depuis, on a eu quelques études complémentaires intéressantes. Je passe un petit peu de temps sur la CATI Alzheimer Disease. C'est la plus grosse étude multicentrique aujourd'hui sur le sujet. 431 patients Alzheimer en ambulatoire. Et on va essayer de voir à partir de quand on va arrêter les traitements prescrits. Et on va aussi interroger le clinicien sur son impression clinique globale à 12 semaines de traitement. Alors les doses, c'était de l'olanzapine. La dose moyenne, c'était 5,5 mg. La risperidone, c'était 1 mg par jour. Pas très élevé. Kétiapine, c'est américain, donc on n'en a pas. Dose moyenne 56,5 mg, ou sinon un placebo pendant 36 semaines. Alors en fait, on mettait les patients sous traitement. À partir du moment où ça allait pas bien, ou ça marchait pas, on changeait de traitement, et là c'était encore en double aveugle, jusqu'à temps que ça ne marche pas ou que ça pose problème et qu'on change. Mais là, c'était en ouvert. Donc une méthode un peu compliquée, mais assez intéressante. Donc, en ce qui concerne le temps à l'arrêt pour une raison quelconque, le traitement par risperidone, c'est 7 semaines. Le olanzapine, Zyprexa, c'est 8 semaines. Et la kétiapine, c'est 5 semaines. C'était pas très différent. Alors que le placebo, donc, par rapport au placebo, qui était à 8 semaines. Par rapport à l'impression clinique, si on demande au clinicien est-ce que ça a changé quelque chose au bout de 2 semaines de traitement, il y a une différence significative, mais qui est extrêmement minime, en ayant l'impression qu'on a une amélioration clinique des patients. Le temps médian jusqu'à l'arrêt en raison d'un manque d'efficacité, c'était 26 semaines pour la risperidone, 22 semaines pour l'olanzapine, et le temps médian à la fois pour la kétiapine et le placebo, beaucoup moins important, 9 semaines. Et les raisons, quelle que soit la raison d'abandon de taux de traitement, le temps d'abandon en raison d'intolérance, était plus grand pour l'olanzapine, 24%, la risperidone, la kétiapine. Donc on voit arriver évidemment tous les effets néfastes des neuroleptiques. Autre donnée intéressante, une méta-analyse est publiée en 2011 sur les essais qui sont faits avec les neuroleptiques atypiques hors AMM. Là, il recense 37 essais randomisés contrôlés, c'est plus de 5000 patients. On est dans le trouble du comportement, on est aussi dans le trouble anxieux généralisé, on est dans le TOC, les troubles alimentaires, donc on met un peu tout. Mais si on regarde quand même les essais combinés sur si on regarde sur 17 essais randomisés, les effets sont statistiquement significatifs, mais cliniquement modestes pour olanzapine, risperidone, aripiprazole, donc la Abilify, par rapport au placebo, pour le cas de l'agitation ou du délire chez le patient âgé atteint de démence. Et on voit qu'en fait, les variations sont quand même minimes. Donc si on synthétise ces données-là, aujourd'hui, ce qu'on a dans la littérature par rapport aux neuroleptiques atypiques, c'est l'olanzapine qui serait intéressante dans l'agitation du dément, et la risperidone qui sort aussi dans l'agitation et dans le délire. Mais par contre, on peut contrebalancer aussi, j'ai entendu Gilles Berru en parler, la charge anticholinergique n'est pas la même entre l'olanzapine
Zyprexa ou la risperidone, qui donnerait un avantage certain donc, à l'utilisation de la risperidone. Les Américains sont assez pragmatiques et ils vous donnent à ce moment-là des référentiels et des doses maximum utilisables dans les troubles du comportement du patient âgé dément. Donc la risperidone, l'aldol, le Zyprexa. On peut aller dans des choses plus compliquées. Notre collègue Dr Duron évoquait le Leponex. C'est évidemment des médicaments à manipuler avec très grande précaution. La controverse, je vous cite une étude publiée par Ballard en 2005. Donc là aussi, randomisé, 26 semaines, une dose fixe de kétiapine, on a 100 mg, on a de la rivastigmine, entre 9 et 12 mg, là encore une fois chez des patients déments, institutionnalisés, une centaine de patients. Et là, on a des patients qui sont avec des démences très évoluées. Il n'y a aucune différence significative pour l'inventaire d'agitation de l'échelle de Cohen-Mansfield entre le début, à 6 semaines, et à 26 semaines. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'en fait, les patients sous kétiapine se dégradent au niveau cognitif. Une autre étude, où on montre à ce moment-là très bien une dégradation progressive cognitive chez ces patients, et au bout de 36 semaines en fait, de traitement, c'est comme s'ils avaient eu une évolution naturelle d'1 an de la maladie d'Alzheimer et des pertes en rapport au niveau cognitif. Quelques données peut-être moins connues, c'est clair qu'on a une association entre les neuroleptiques et le risque fracturaire. Une étude rétrospective, ça se passe au Canada, 8000 patients, plus de 65 ans, on observe les patients, on les appareille, ça va de 1 à 300 jours. Et là, on voit que ce soit neuroleptique classique ou neuroleptique atypique, c'est lié à un risque augmenté au niveau fracturaire, multiplié par 1,39, et encore plus au niveau de la fracture de hanche, avec un risque de 1,76. Et les personnes qui sont sous antipsychotiques au long cours sont encore plus à risque que ceux pour lesquels on initie. Et globalement, pour 100 mg de chlorpromazine, 2 mg de risperidone ou 2 mg d'aldol et autres, vous multipliez par 3 le risque de fracture de hanche. Autre donnée intéressante, on a eu jusqu'à présent donc, des case reports par rapport à des thromboses veineuses profondes ou les embolies pulmonaires. On montre bien aujourd'hui qu'il y a un risque augmenté de thrombose veineuse profonde, que ça se fasse encore une fois sous classique ou atypique, 2,3 fois plus de thrombose veineuse profonde sous neuroleptique classique et 1,85 fois plus sous neuroleptique atypique, à mettre aussi en corrélation avec donc, des pathologies cardiaques, d'infarctus du myocarde, notamment dans le premier mois de prescription des neuroleptiques. Donc il y a plusieurs pistes de réflexion pour mettre en rapport, pour mettre en lien ces observations. Les neuroleptiques ont des propriétés sur les plaquettes, jouent sur les antiphospholipides, interfèrent sur le métabolisme et les syndromes métaboliques, et jouent aussi sur l'obésité et la sédentarité. Alors, les neuroleptiques, souvent on récupère des patients avec des neuroleptiques, la question c'est si dangereux que ça, est-ce qu'il faut arrêter? 606 patients dans cette étude, on est dans des EHPAD, nursing home. Il y a aussi une étude qui est prise en compte, qui est en ambulatoire, et une étude qui est dans les deux. Alors le problème, c'est que l'étude s'intéresse à des effets brutaux ou progressifs, donc on ne sait pas trop s'il y a des syndromes de sevrage, mais globalement, 8 des 9 SN n'ont signalé aucune différence significative globale entre les groupes sur les principaux résultats, y compris sur les troubles du comportement. Et la rechute, a priori, était plus fréquente et plus rapide si, au moment de l'instauration d'une neuroleptique, il y avait eu une grande efficacité dans le trouble du comportement. Globalement, voilà, on culpabilise, mais on a quand même des éléments. On diminue l'espérance de vie des patients Alzheimer lorsqu'on institue un traitement neuroleptique. 165 patients Alzheimer en institution. On étend une étude de 12 semaines sur l'intérêt des neuroleptiques pour troubles du comportement par switch avec un placebo où on continue le neuroleptique. À 3 ans, eh ben, la survie est de 30% si les patients sont sous neuroleptique et de 59% s'il n'a pas de neuroleptique. Et globalement, voilà, vous avez un décès de patients pour 100 patients traités par neuroleptique, traités pendant au moins 10 semaines, dans le cadre des maladies démentielles avec troubles du comportement. Donc la question qui se pose, c'est la durée de traitement. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de littérature pour nous guider. En fait, les Américains, dans des services, dans des recommandations pour les patients en nursing home, vous proposent
au bout de 6 mois de traitement neuroleptique, d'essayer un sevrage neuroleptique en diminuant la dose de 50% toutes les 2 semaines. Et le patient ne restera sous neuroleptique que si, après 2 échecs, si vous avez observé 2 échecs. Voilà pour les antipsychotiques. Y a-t-il une place pour les antidémentiels? Alors c'est pas le bazooka, c'est un peu, mais c'est quand même un gros colt. Et voilà, c'est peut-être pas aussi fin que ça. Ils sont intéressants parce que c'est vrai qu'ils ont quand même moins d'effets indésirables secondaires que les antipsychotiques. Et on s'est basé donc pendant longtemps sur une revue de la littérature de 2005 où on avait plus de 8700 patients. Il y avait donc 2 méta-analyses, 6 essais contrôlés, randomisés qui étaient poolés, et on avait un effet statistiquement significatif, mais même s'il restait faible. Et on se posait toujours là quand même la question d'un intérêt clinique douteux. Et ce qui est compliqué dans ces études-là, c'est que au-delà de l'hétérogénéité du comportement et autres, c'est que les troubles n'étaient pas très importants à l'inclusion. Donc c'est pas lisible, mais on reconnaît des équipes bien connues dans le domaine. On voit que les durées d'études sont en une vingtaine de semaines, et on voit des sponsors un peu partout. Ce qu'on voit aussi, c'est que les effets sont peu statistiquement intéressants, et qu'au niveau clinique, bon, c'est possible, et voire incertain. Donc pas un changement majeur. Depuis 2005, il y a 2 essais qui sont conséquents. Le premier, pareil, contrôlé, randomisé, 93 patients, Alzheimer, plutôt sévère, 84 ans d'âge moyen. Ils sont donc en maison de retraite, c'est sur Newcastle. On fait l'échelle de Cohen-Mansfield, ils ont plus de 39, et au NPI, dans le comportement moteur aberrant et l'irritabilité, ils ont un score supérieur à 4. On met de la rivastigmine jusqu'à 9 mg, et sinon on les compare à de la kétiapine jusqu'à 100 mg. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de bénéfice par rapport au placebo. Et la conclusion des auteurs, l'agitation est multifactorielle et il semble peu probable qu'une simple stratégie médicamenteuse soit à tous les coups efficace. Là, on voit bien, en fait, ça ne bouge pas beaucoup. Ce qui bouge, c'est les scores à la cible avec la kétiapine. Donc les patients sous kétiapine diminuent leur fonction cognitive. Une autre étude intéressante, randomisée, 272 patients, MMS moyen, on est à 8, 85 ans d'âge moyen, 12 semaines, pareil, on fait la Cohen-Mansfield, et là on met du donazépam, 10 mg, versus placebo, et à ce moment-là, donc voilà la courbe, aucune différence significative entre le placebo et le donazépam. Qu'en est-il? Alors, voilà. Alors, il y a peut-être une place intéressante par rapport à la démence à corps de Lévy, qui était évoquée par Emmanuel Duron. Elle est réputée pour avoir un déficit cholinergique supérieur à la maladie d'Alzheimer. Donc, une étude multicentrique, 120 patients, 74 ans, le MMS moyen 17. Donc, on met de la rivastigmine jusqu'à 12 mg par rapport au placebo, et on a une réduction des hallucinations, que ce soit en intention de traiter ou en finale. On a un changement qui est plus de 30% et significatif, et à ce moment-là, on voit des choses qui changent dans le délire, dans l'hallucination, et aussi, bizarrement, l'apathie, l'indifférence. Ça rappelle des choses, pour les vieux qui s'intéressent à la question. La tacrine, déjà, dans les premiers essais, on se demandait s'il n'y avait pas un peu d'SCL dans les essais, pour dire que ça marchait, et qu'on voyait bien qu'il y avait un effet dose dépendant sur des échelles qui étaient assez vagues, et qui incluaient déjà les troubles du comportement. Qu'en est-il pour la mémentine? Donc je cite la même méta-analyse publiée en 2005. À cette époque-là, il y avait 2 essais. Donc là aussi, c'est des équipes qu'on connaît bien. Et vous voyez donc la même chose, peu d'effets très, très intéressants. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans la démence Alzheimer modérée à sévère, on a 2 études sur 3 qui montrent un effet bénéfique sur le comportement, 76 points sur 144 au total, mais c'est statistiquement significatif. Dans la démence Alzheimer légère à modérée, le regroupement des données provenant de 3 études qui étaient non publiées, il n'y a aucun effet sur le comportement. Pour les démences vasculaires légères à modérées, si on regroupe 2 études sur 6 mois, il y a un effet bénéfique sur le comportement, mais là encore, petite échelle. Et les patients sous mémentine sont légèrement moins susceptibles de développer une agitation.
Donc ça, c'est les méta-analyses en rapport avec la mémantine. Donc on voit, c'est significatif, mais c'est pas très important. On a des effets qui sont globaux sur le NPI global. Et après, dans les sous-échelles, on arrive à trouver comme un peu l'agitation, mais c'est quand même pas... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucune preuve d'un effet de la mémantine sur l'agitation présente. Ce qui est important aussi à voir dans les études, c'est que l'effet sur les troubles du comportement des IACE et antidémentiels en général n'intervient qu'au bout de 3 semaines. Ce n'est pas la gestion aiguë du trouble du comportement qui peut passer par ce type de molécule. Donc c'est vrai qu'il faut poursuivre les investigations. Une autre donnée intéressante, c'est les données de l'assurance maladie. À partir du moment où on met en place de la mémantine chez le patient, on voit à ce moment-là diminuer la consommation de psychotropes, neuroleptiques ou hypnotiques. Alors, une fois qu'on a fait l'antipsychotique, une fois qu'on a fait l'antidémentiel, on peut peut-être être un peu plus fin. Et à ce moment-là, on va s'intéresser aux ISRS, inhibiteurs de capture de la sérotonine, plus ou moins spécifiques. Là, on a une revue de littérature qui est plus récente, 2011, 9 essais contrôlés randomisés. Il y a 5 études qui ont comparé à ce moment-là l'ISRS, citalopram, sertraline, fluoxétine ou fluvoxamine, par rapport au placebo. Et il y a un seul essai qui a trouvé un avantage important pour le citalopram, avec la réduction donc des symptômes psychologiques. C'est celui-ci. Alors je suis désolé, je n'ai pas réussi à l'avoir plus net que ça, mais citalopram versus placebo, ça sort au niveau de l'agitation. Et là, on a des doses de 20 mg. Les patients sont Alzheimer plus ou moins lésions vasculaires. Et par contre, on voit qu'il y a pas mal de patients qui arrêtent le traitement, même si on dit que la tolérance est bonne. Sinon, on compare les ISRS par rapport aux antipsychotiques. Et à ce moment-là, il y a 4 essais qui le montrent. Si vous mettez un ISRS versus un antipsychotique, que ce soit de l'aldol, rispadol ou trilafon, mais ça c'est aux États-Unis, il n'y a pas de différence entre les groupes par rapport aux troubles du comportement, ni même par rapport aux effets secondaires. Donc si on admet que les neuroleptiques ont beaucoup d'effets secondaires, les ISRS aussi, il y a d'autres molécules qui sont intéressantes, qui ne sont pas forcément disponibles partout, par exemple le trazodone. Une étude qui étudie le citalopram pour l'agitation dans l'Alzheimer, là aussi multicentrique, 186 patients avec Alzheimer, et la dose cible c'est 30 mg. Versus placebo, à ce moment-là on voit le score de l'agitation de la KEM qui est amélioré. On voit aussi un score qui s'améliore au niveau du NPI, mais les choses ne sont plus significatives si on s'intéresse purement à l'agitation ou même à la diminution de la charge au niveau de l'aidant. Et on voit qu'en fait, dans ce protocole, on utilisait aussi souvent les benzos en cas de problème aigu, qu'on soit sous citalopram que sous placebo. Cette étude, elle a mis en évidence qu'on avait des problèmes au niveau cardiaque. Donc je ne suis pas cardiologue. En tout cas, le QT, on en parle beaucoup avec la prescription des psychotropes. Et il faut prendre énormément de précautions lorsqu'on instaure ce genre de traitement. Vous savez qu'on a une recommandation de l'HAS qui nous dit que vous ne pouvez pas dépasser 20 mg de citalopram et 10 mg d'escitalopram du fait du risque de torsade de pointe. Et donc, bien sûr, aussi du risque cumulé en cas de conditions favorisant les troubles du rythme. Et donc, les hypokaliémies, par exemple, les bradycardies préexistantes, l'insuffisance cardiaque congestive qu'on évoquait avant. Donc, il y a un bilan minimum à faire. Et il faut être très prudent. Et dans cet essai, au bout du compte, on n'a pas assez de preuves pour dire que sous 20 mg, la dose qui donc nous est recommandée, c'était intéressant ou pas. Une autre étude importante, c'est l'HTA-SADD, 2D. 107 patients traités contre 111 contrôles. Et là, on a une échelle de dépression spécifique à la démence. 39 semaines, et là on a 150 mg de sertraline versus 45 mg de mirtazapine versus placebo. Cette étude, nous ça fait peur, hein. C'est que les patients dépressifs traités par traitement antidépresseur ou placebo ne changent pas du tout dans leur statut dépressif, dans leur évaluation de la dépression. Alors la question, bien sûr, c'est la définition correcte d'un syndrome dépressif chez un patient dément. On parlait du Parkinson. Dépression avant Parkinson, est-ce que c'est des symptômes pré-syndromiques du Parkinson? Pour l'Alzheimer, on peut se poser la même chose.
par rapport au niveau méthodologique, c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de pertes de vue dans cette étude. Hein. On partait de 600 patients pour arriver à une centaine. Bon, donc on peut discuter, mais quand même. Pareil que dans les autres cas. Et si au bout du compte, on arrêtait l'ISRS, donc il y a une étude norvégienne, 16 EHPAD, double RCT, essai randomisé contrôlé, Alzheimer avec et ou lésions vasculaires ou démence vasculaire, qui était sous antidépresseurs depuis plus de 3 mois, et on évaluait au bout de 25 semaines. La répartition des traitements antidépresseurs est un peu près ce qu'on observe aussi un peu partout. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement significatif de la cornelle, voilà, la cornelle qui est moins élevée quand on continue le traitement. Et ça ne sort pas du tout sur le reste. Alors, certains proposent des tests à l'ISRS. J'ai un patient en dément avec des troubles du comportement, je ne sais pas comment m'en sortir, et j'essaye l'ISRS, et je me dis que si ça marche, c'était une dépression. C'est complètement faux comme raisonnement, puisque un tiers, naturellement, des dépressions résistent à l'ISRS. Et on a vu en plus que chez le dément, c'est encore probablement plus de résistance. Donc on peut faire un test thérapeutique, on peut essayer, mais on ne peut pas faire un test diagnostique. Alors, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser? Parce qu'après, une fois qu'on a tapé sur les doigts de tout le monde en disant ça fait mal, les anxiolytiques, ils restent peut-être dans des situations de crise, en tout cas pour de courtes durées. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on nous proposait de mettre des anxiolytiques à demi-vie courte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le BMJ en 2012, les risques de chute sont aussi importants sous benzo à demi-vie courte qu'à demi-vie longue. Donc on met tout à zéro. Donc la benzo reste à fuir. Donc c'est les risques de sédation, tous ceux que vous connaissez, et les risques antihistaminiques. Donc c'est vrai que c'est quand même qu'il faut essayer d'éviter. Un essai contrôlé pour troubles du comportement qui essaye de voir s'il y a un avantage pour utiliser lorazépam IM versus olanzapine IM. Donc ils vont fort. Hein. Donc on a un intérêt immédiat, au long cours ça disparaît. Évidemment les effets secondaires sont majeurs. En tout cas c'est des médicaments qui peuvent nous dépanner dans la situation d'urgence. Une question classique, Tegretol, carbamazepine, est-ce que ça a une place? C'est efficace dans une étude contrôlée versus placebo pour l'agitation des patients déments sévères en institution, probablement, mais la dose est relativement faible, 300 mg par jour, et contrôlée par niveau sanguin, mais on a d'autres études qui montrent que qui ne montrent pas une efficacité. Donc c'est très controversé. Aujourd'hui, vous n'avez pas de quoi pouvoir prescrire le Tegretol dans ces cas-là. Le valproate, une molécule intéressante, la valériane, antiépileptique, antihémorégulateur, ça plaît bien. Moi je suis un peu sceptique. D'abord, il n'y a pas beaucoup de PMD ou de bipolaire. Il n'y a pas aussi de bipolaire que ça, avant d'imaginer de mettre en antihémorégulateur. En tout cas, vu les effets indésirables recensés sous valproate, il n'y a aujourd'hui aucun argument clair pour essayer cette molécule chez des patients présentant des troubles du comportement. Il y a le neurontin. Bon, peu d'effets secondaires. Il y a une étude prospective ouverte, qui est non significative. Le lamictal, pour l'instant, c'est que des case reports. Et puis le circadin, c'est pas bête. La mélatonine, le problème, c'est la dose, 1 à 5 mg. Donc, dans les troubles du sommeil, là encore, on n'a pas d'études prospectives randomisées pour pouvoir répondre clairement à l'intérêt du circadin dans ça. Dans l'apathie, il y a aussi une étude publiée avec la ritaline. Là, le problème, c'est que si on mettait trop, ça excite franchement. Donc, c'est manipulé avec précaution. Alors, une question qu'on pose, qu'est-ce qu'on fait dans les troubles du comportement sexuel? Il n'y a pas beaucoup d'études, c'est des case reports. Enfin, il n'y a pas d'études, pardon. C'est des case reports. On parle toujours des hommes, alors que les troubles du comportement sexuel existent aussi chez la femme. On a mis en évidence l'intérêt des antidépresseurs, des antipsychotiques, les inhibiteurs de la cholestérase. Puis il y a d'autres choses, la gabapentine, le pindolol et la cimétidine. Les agents hormonaux ont aussi des cas qui ont été rapportés et intéressants, mais énormément d'effets indésirables. Et aujourd'hui, dans les peu de recommandations qu'on peut lire sur le sujet, du fait de la majorité des cas rapportés traités par ISRS, c'est probablement la molécule à proposer en première intention si on utilise un médicament, évidemment. Donc on voit que la place du médicament dans le trouble du comportement chez le patient dément, elle est congrue. Mais on ne peut pas faire ça non plus. Je pense que c'est fondamental d'aller chercher l'urgence
dans la situation de trouble du comportement, c'est fondamental d'aller chercher l'urgence, notamment le syndrome confusionnel. Il faut revisiter à chaque fois l'ordonnance avec les problèmes de iatrogénie, ça c'est sûr. Qu'en première intention, c'est les approches psycho-socio-environnementales qu'il faut mettre en place, et que si ça ne marche pas, à ce moment-là, on se pose des questions par rapport aux médicaments. Il y a le traitement de fond de la démence, qu'il faut revisiter. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait mettre ou qu'il ne pas mettre, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, c'est forcément à revisiter. Si les troubles du comportement sont là, c'est probablement que la démence en a pour une part, mais ce n'est pas explicatif à 100%. Et puis, les antipsychotiques, voilà, on a bien vu qu'ils avaient une place très, très, très congrue. Je crois qu'il faut vraiment se poser des questions au bout d'une semaine de traitement, savoir si ça marche pas, la dose, continuer ou pas. On vous propose de vous revoir les choses après 10 jours en cas de changement de dose, et puis en tout cas essayer de tenter de sevrer les patientes au long cours. Et les ISRS, bon, à aujourd'hui, il y a des publications sur le site Allopram, bon, pourquoi pas. Le problème, c'est la dose. Il reste un peu de documents sur la sertraline. Donc voilà, c'est essayé. Les benzodiazépines sont probablement toujours utiles au niveau de l'épisode aigu, mais en tout cas, certainement pas au long cours. Je vous renvoie sur des bons outils de la Société française de gériatrie, où on a travaillé sur les troubles du comportement, la maladie tropicale. Et puis, je vous remercie de votre attention.